Imaginez un jeune homme, beau ou pas d'ailleurs, peu importe, qui découvre soudain son reflet dans l'eau d'un fleuve et tombe éperdument amoureux d'une image dont il ignore d'ailleurs qu'elle vient de lui-même, et qui reste là des semaines devant le fleuve à dépérir, puis finit par se noyer dans la quête éperdue de sa propre image. Ce que raconte l'histoire de Narcisse, c'est que le narcissisme n'est pas un amour de soi. C'est le contraire. Le narcissisme, c'est un amour propre, c'est-à-dire une haine de soi. Parce que si vous donnez le choix à Narcisse entre lui-même et son image, c'est toujours l'image qu'il choisira. Ça n'est pas s'aimer soi-même que de préférer son image à soi-même. S'aimer d'amour vrai implique paradoxalement, aux antipodes du narcissisme, non seulement de ne se soucier ni de son image, ni de son ombre, c'est-à-dire de ne pas se soucier du suffrage des autres, mais également de savoir, comme dit Clément Rosset, que moins on se connaît, mieux on se porte. Du côté de chez soi, Ali Rebey. Alors, le narcissisme, c'est pas l'amour de soi ni l'estime de soi qui sont nécessaires pour survivre, pour créer, pour aimer, pour œuvrer, pour travailler. C'est l'amour de sa propre image, c'est-à-dire qu'on substitue à quelque chose de réel, qui est le vécu de sa propre histoire, et qu'on a toutes les raisons, en tout cas toute nécessité d'aimer, c'est le substituer sa propre image. Il y a quelque chose de virtuel dans le narcissisme, c'est-à-dire qu'il y a une perte de contact avec la réalité, avec l'autre, avec l'altérité. Le problème du narcissisme pathologique, c'est qu'on ne fait que se regarder. Et j'ai pas besoin de vous raconter la fin de l'histoire. Narcisse, il se noie dans son propre reflet. L'image est devenue complètement centrale. L'image de soi est devenue centrale dans la façon d'exister. Et je crois que pour essayer aussi de comprendre ça, en fait, il faut... Le fait que notre société soit centrée sur le moi... est aussi lié au fait, à la fin, vous l'avez dit autrement, mais à la fin des grandes transcendances. Donc il n'y a plus de transcendance comme il y avait autrefois avec les grandes religions, etc. Il n'y a plus que l'homme aux prises avec lui-même, avec la mort qui viendra fatalement, etc. Et donc le temps qu'il a est très court pour inscrire quelque chose de l'ordre du sens, de l'ordre de la signification. Et il se trouve qu'effectivement, alors concomitamment à l'apparition des nouvelles technologies qui sont centrées effectivement sur l'image et sur la visibilité qu'on peut acquérir avec cette image, du coup, la façon de s'affirmer dans la société contemporaine, c'est d'essayer d'être vu par le plus grand nombre et d'être visible par tous les aspects possibles. La visibilité est la condition d'exister. Si je ne suis pas visible, je n'existe pas. Le narcisse qui cherche à exister effectivement dans le regard de l'autre, je dirais parce que quelque part, il n'a plus que ça. Puisqu'en fait, au fond, avant, les choses étaient construites avec effectivement, il y avait quand même des grands systèmes porteurs de sens, que ce soit des systèmes religieux, des systèmes politiques, mais il y avait des instances ou en tous les cas des idéologies ou des religions qui permettaient de se projeter dans un autre monde. Bon, et c'est là où en fait la fin de ces grandes transcendances, en tous les cas pour la majorité des gens, et en tous les cas dans la société occidentale, a fait que on ne peut justement plus se projeter au-delà de sa vie terrestre. Donc en fait, tout se passe comme s'il y avait une espèce de concentration extrêmement puissante de l'accomplissement de soi à l'aune de cette vie terrestre et uniquement de cette vie terrestre. Et là, pour le coup, pour exister, je dirais qu'il faut exister dans l'espace, là où on peut plus exister dans le temps, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de prolongement de la vie terrestre dans un au-delà d'une vie éternelle que les grandes religions nous promettaient, et pour certaines d'entre elles promettent toujours, mais en tous les cas, pas la société occidentale n'y croit plus vraiment. Donc du coup, on doit exister en multipliant effectivement les formes de soi-même, les images de soi-même, et
on le fait. Alors, l'exemple de Facebook est un très bon exemple parce que c'est le fait d'éprouver le besoin de se raconter sur Facebook, mais on se raconte d'une manière imagée où tout le monde peut vous lire, enfin est censé pouvoir vous lire, et qu'ensuite ces trucs-là s'inscrivent et restent de vous, et quelquefelfois vous vous faites piéger avec des trucs comme ça. Donc c'est aussi quelque chose qui est à la fois fascinant de penser que ça devient presque la seule façon d'exister au regard des autres, par l'image, en fait, et l'image qu'on donne de soi, ces photos qu'on balance sur Facebook, etc. Et il semble, en tous les cas, pour beaucoup de gens, ne plus y avoir d'autre façon de s'accomplir soi-même que d'étaler son image un peu partout. Et cette notion d'accomplissement de soi, je trouve qu'il faudrait la réinterroger pour voir ce qu'elle contient, qui n'est justement pas présent dans les façons de s'exprimer soi-même, dans les façons d'essayer de vivre qui sont celles de l'époque hypermoderne. Martin Legros, le narcissisme contemporain n'est pas univoque et monolithique. Il épouse plusieurs formes, de l'auto-adoration à la saine estime de soi. Oui, en effet, vous faites bien de nuancer parce qu'on met un peu dans le narcissisme beaucoup de choses qui sont pas semblables. On peut essayer en effet de distinguer plusieurs choses. Il y a cette forme parfois pathologique, mais pas toujours très qu'on adopte sur les réseaux sociaux d'une forme de nouvelle fascination pour le soi. Fascination, on l'a dit, sous le regard de l'autre. C'est le narcissisme dans le plus simple. Mais il y a aussi, c'est plus varié. Il y a par exemple, vous avez l'estime de soi. Et l'estime de soi, elle est quelque chose de plus, je dirais plus moral ou plus d'éthique. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, par exemple, dans la culture américaine contemporaine. Le self est une grande notion de la pensée américaine et même de la culture américaine. Et les Américains ont cette idée beaucoup moins soupçonneuse vis-à-vis de soi que, en quelque sorte, le voyage éthique de tout un chacun, c'est d'arriver à une confiance en soi. C'est ce que racontent toutes les séries de télévisées américaines aujourd'hui. Cette confiance en soi à retrouver, c'est le programme que Emerson donnait à la civilisation américaine. Eh bien, il se décline aujourd'hui à travers la conversation avec les autres. Il se décline dans une discipline quotidienne. C'est pas pour rien que les séries télévisées sont axées sur des choses quotidiennes qui se répètent au gré de une femme de maison peut, dans la discipline, dans la manière dont elle règle sa maison, trouver une estime d'elle-même. Donc des choses qui ne sont pas nécessairement glorieuses ou autres, une quête de la discipline, une quête de l'estime de soi dans la discussion, la recherche avec les autres. Ça, c'est la dimension, je dirais, de l'estime de soi dans laquelle qu'on retrouve notamment dans la série, mais pas uniquement. Et puis, il y a on pourrait aussi essayer de définir un troisième versant qui serait plutôt ce qu'on pourrait appeler la sculpture de soi. C'est quelque chose auquel le philosophe Michel Foucault a donné ses lettres de noblesse au début des années 80. Lui qui avait montré que le sujet n'existait pas, qu'il était sous l'emprise de structures sociales, psychiques, sociologiques. Tout d'un coup redécouvre à travers les philosophes antiques l'idée de sculpture de soi, c'est-à-dire qu'à travers des disciplines, les philosophes grecs nous donnaient à penser la possibilité de se sculpter soi-même, de donner forme à un sujet qui n'existe pas en amont dans les tréfonds de la psychologie ou de l'inconscient, mais qui est peut-être au-devant de nous dans des cultures, dans des disciplines que les stoïciens, les épicuriens nous avaient appris à domestiquer. Ça peut être, par exemple, tous les matins, faire le journal de ce qu'il va y avoir de pire dans votre journée, et puis vous vous rendez compte que votre journée n'est pas aussi pire que vous pouvez vous y attendre, et donc vous en tirez un bénéfice. C'est tous les matins se dire que vous allez pouvoir mourir, et peut-être du coup, du fait que vous en vivez, donc essayer d'avoir une discipline de vie, de se sculpter soi-même, donner forme. Alors la dimension un peu étrange à cela, ou un peu pathologique, c'est finalement considérer que la vie est une œuvre d'art. Alors ça peut jouer des tours, être l'artiste de sa propre vie, ça peut jouer beaucoup de tours. Et puis voilà les trois grandes possibilités, je dirais, l'adoration, la fascination qui peut être pathologique, l'estime de soi, la sculpture de soi, et puis je dirais il y a une troisième veine qui est plus réactive dans le monde contemporain, qui est l'oubli de soi. C'est-à-dire, il me semble que face à cette injonction contemporaine, soyez vous-même, prenez soin de vous-même, souciez-vous de vous-même, à un moment donné, les individus en ont peut-être marre, et d'où se dirigent vers des cultures tout autres, comme le bouddhisme ou l'hindouisme, où le message principal est justement de s'oublier soi-même pour s'adonner au monde, au grand cosmos. Donc voilà un peu la palette, à mon avis, des propositions éthiques qui sont pour le soi aujourd'hui. Alors, dans le sens commun, nous confondons souvent narcissisme et hyper-narcissisme. Pourquoi le narcissisme possède-t-il une connotation aussi négative ? Dire à quelqu'un qu'il est narcissique n'est pas forcément laudateur. Martin Legros.
Oui, le narcissisme est fondamentalement ambivalent. Je crois que c'est le terme et l'histoire du personnage, ce qu'on en a retenu, l'histoire d'un personnage qui est aliéné à sa propre image, mais en même temps fasciné par sa propre beauté. C'est fascinant. Nous nous demandons tous si nous sommes beaux, comment nous apparaissons aux autres. Donc c'est à la fois une tentation permanente du soi, surtout dans une civilisation qui a fait du soi le cœur, le socle de son éthique, mais c'est aussi une aliénation très dangereuse. Et donc je crois qu'on ne sortira pas de l'ambivalence du personnage de Narcisse. Dans les sociétés qui nous ont précédés, même les sociétés modernes déjà, du 19e siècle et du début du 20e siècle, il ne convenait pas de parler de soi. Le soi était un territoire, non pas interdit, mais enfin déconseillé, où ça ne se faisait pas de parler de ses problèmes. Désormais... le moi était haïssable. Le moi était haïssable, sauf dans certaines circonstances, mais bon, on ne parlait pas de ces choses-là. Ça ne se faisait pas. C'était un âge conventionnel. Et je crois que on est passé, comme on est passé d'un âge autoritaire à un âge psychologiste, on est passé là d'un âge conventionnel à un âge intimiste. C'est-à-dire, intimiste, le goût et presque, peut-être pas la nécessité, mais enfin la légitimité, je dirais, de parler, d'évoquer ses problèmes intimes à ses amis, à sa famille, dans le cas des enfants ou des parents, mais aussi, comme vous le savez très bien, dans les médias, par exemple. Il y a une foule d'émissions radiophoniques ou télévisuelles qui font une large place à cette exhibition des problèmes les plus intimes. Aujourd'hui, évoquer le moi, ses problèmes sexuels, ses problèmes les plus personnels, se mettre en avant n'est plus du tout condamnable. C'est quelque chose de parfaitement légitime. Comme d'ailleurs le révèle également l'essor des biographies et autobiographies. Il suffit de regarder dans les devantures des librairies, vous voyez le fantastique essor de la biographie. Alors, ça veut dire, bon, d'une part, les gens aiment bien se parler d'eux, c'est la chose qui devient la plus intéressante, c'est moi. C'est vraiment, il n'y a plus grand-chose à raconter, mais au moins il y a moi, et moi, c'est vraiment très intéressant. Et puis, le public est intéressé. Quel est le portrait type de cet individu hypermoderne, si bien décrit ici par Gilles Lipovetsky, mais aussi par Zygmunt Bauman? Ce type d'individu, Nicole Aubert, vous l'avez également décrit dans l'un de vos ouvrages, l'individu hypermoderne, émerge dans la société liquide qui naît au fil des années 1970. Expliquez-nous également, qu'est-ce qu'une société hypermoderne? Alors oui, tout est dans le hyper. C'est-à-dire qu'en fait, hyper, c'est une notion qui désigne le trop, l'au-delà de l'excès, au-delà du cadre, en fait. Et donc, l'idée de société hyper moderne, c'est effectivement une société qui est une société de l'excès, une société dans l'excès, et qui est en permanence dans le toujours plus, par rapport aux sociétés d'avant. Et c'est vrai que la société hyper moderne, elle émerge à la fin du XXe siècle à peu près, et avec effectivement cet accent mis sur l'excès, les records en fait, les records sportifs, les records en tout genre, la quête d'excellence dans les entreprises, la quête d'hyper-performance, ce que j'avais appelé l'hyperformance ailleurs. Alors cette notion d'excès, d'hyper, de au-delà du cadre, etc., c'est ça qui caractérise effectivement cette société hypermoderne. Mais je voulais mettre l'accent sur le fait aussi que cette société-là, elle a ses revers aussi, et je dirais qu'elle a ses manières de... elle a son antithèse. Enfin, c'est pas le mot, pardonnez-moi. L'excès, justement, va se traduire par des formes de pathologie qu'on n'avait pas avant. Et notamment, la pathologie contemporaine par excellence, c'est la pathologie qui est la dépression. La dépression, c'est quand, je dirais, tout se dégonfle. Et que cette espèce, justement, d'accent mis sur le moi, sur l'excès, sur le toujours plus, etc., va s'effondrer, que la personne ne peut plus suivre, elle n'y arrive plus, etc. Et la dépression, elle est marquée à la fois par le ralentissement, mais elle est marquée aussi par la mauvaise image de soi. Et on voit bien que cette notion d'image qui est absolument au cœur de la personnalité contemporaine et dans cette société hypermoderne, c'est elle qui est mise à mal, effectivement, dans cette pathologie représentative de notre hypermodernité, la dépression.
Nicole Aubert, la grande erreur de l'individu hypermoderne, c'est de vouloir tordre le temps à son profit personnel. Les nouvelles technologies de l'information sont évidemment les adjuvants de cette volonté de devenir le maître du temps, de le dominer, de le rentabiliser. Et ce nouveau rapport au temps change notre rapport aux autres. Nous constatons tous l'extrême fragilité de nos relations sociales, amicales, amoureuses. Alors, je dirais d'abord que c'est pas l'individu lui-même qui a créé ça de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, c'est justement l'évolution des nouvelles technologies qui a créé cette nouvelle façon de vivre le temps. Ce sont les nouvelles technologies qui ont amené l'instantanéité, en fait. L'instantanéité a entraîné une obligation d'immédiateté, puisque je peux avoir ça dans l'instant, je le veux dans l'immédiat. Et l'immédiateté a entraîné des logiques d'urgence. Donc, en fait, ce rapport au temps, ce nouveau rapport au temps qui est très caractéristique de la société hypermoderne, qui est fait d'instantanéité, d'immédiateté et d'urgence, je veux dire, il n'a pas été inventé par l'individu. Il a été, en tous les cas, plutôt le fruit, le résultat, en fait, de ces nouvelles technologies. Alors, oui, mais je sais pas si se noyer, c'est le mot. En tous les cas, s'épuiser dans ce rapport au temps. Parce que la nécessité, effectivement, de faire les choses dans l'immédiat et d'être toujours dans des logiques d'urgence, surtout sur le plan professionnel, c'est quelque chose qui met à mal les individus. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle, effectivement, dans cette course au toujours plus d'immédiateté, le revers sera celui de la dépression, qui est la maladie contemporaine caractéristique, en fait, de notre époque. Les jugements les plus intéressants sont les jugements formulés de l'intérieur. Les individus qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, les individus qui admettent, c'est aussi, à mon avis, ce qui distingue, par exemple, le narcisse initial des narcisses que nous sommes et qui nous entourent, c'est que le narcisse initial, il est fasciné, capté par quelque chose qui lui échappe. Il ne sait pas qui est en face de lui. Il y a une image qui renvoie sans doute à des dieux, qui renvoie à quelque chose d'autre. Il est totalement captif. Il me semble que les petits narcisses qui nous entourent, et donc que nous sommes peut-être, nous sommes en distance par rapport à nous-mêmes. Nous ne sommes pas entièrement captifs des images qui sont les nôtres. Et c'est précisément parce que nous ne sommes pas captifs de ces images que nous les démultiplions et que nous ne sommes pas totalement subjugués par. Donc je crois qu'il y a une nécessité d'être un petit peu plus nuancé sur la nature totalement captive, aliénée des narcisses contemporains. Oui, il y a des dangers, oui, mais vous parlez de la vitesse, par exemple, et du temps. Mais le temps, la vitesse, c'est frénétique, c'est grisant. Là. Qui n'est pas grisé par le fait que parfois les choses vont vite et que c'est agréable quand ça va vite et que quand les choses se multiplient, on a l'impression de toucher davantage au réel quand ça va vite que quand il faut attendre. Tout cela, pourquoi ne pas l'admettre et plutôt que de formuler un jugement un peu moral en disant « Oh, le temps nous emporte et nous ne savons plus ». Non, c'est grisant en même temps. Il y a quelque chose de l'intensification des existences, à la démultiplication des expériences, à la démultiplication des temps. Vous parliez de la fin des transcendances. Il me semble que c'est de cela aussi qu'il est en jeu. C'est-à-dire, il n'y a pas cet arrière-monde qui déclassait le monde d'aujourd'hui. Et donc, c'est ici que ça joue et il faut intensifier les expériences. Peut-être est-ce une illusion que, en les démultipliant, nous allons les intensifier réellement. Mais reconnaissons qu'il y a là une quête de quelque chose qui n'est pas simplement de l'illusion de la nation. Correctly with the correct amount.